dans la psychologie du sport, les professionnels, ils ont tendance à se focaliser sur la motivation et puis le stress. C'est que d'un côté, si on veut un athlète qui est compétent au niveau mental, il faut réduire son stress avant la compétition et il faut augmenter sa motivation. Exactement. Donc, ok, c'est une bonne base de départ, mais c'est pas ça qui va rendre un athlète professionnel. Au pire, c'est un peu du pansement, quoi. On va essayer d'agir sur quelques situations précises, mais c'est pas, en fait, la psychologie du sport et la manière dont nous on la voit et la manière dont on l'applique, c'est dans quelle disposition mentale l'athlète doit se trouver et doit vivre au quotidien pour être dans l'état d'esprit d'un professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, notre athlète, il va se mettre dans ce que les Britanniques appellent le mindset, hein, l'état d'esprit d'un professionnel. Bon, Morgane, merci d'avoir accepté ma demande d'interview pour le podcast. Je vais commencer par te demander si tu pouvais te présenter pour l'ensemble des personnes qui écoutent. Ok, avec plaisir. Merci Maxence. Alors pour faire bref, mon nom est Morgan Parfit David. Je suis un ancien chercheur dans le domaine des sciences comportementales. Donc voilà, j'étais chercheur dans différentes universités, travaillé sur les mécanismes de décision des gens en fonction du contexte, voilà, des choses comme ça. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans le secteur privé avant de lancer ma propre entreprise de conseil en 2016, plutôt basée sur la psychologie des usagers. Et pour lancer Predicta Football en 2019, qui est un service d'identification des talents grâce à la psychologie. Donc, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast, mais en gros, l'idée, c'est de détecter les talents avant qu'ils soient visibles finalement et d'améliorer la précision et l'efficacité du recrutement des jeunes footballeurs. Donc ça, c'est Predicta Football. Et puis, on vient de lancer un outil de développement des talents qui s'appelle One Skill Further. Alors c'est pas disponible en français, c'est disponible qu'en anglais, mais l'idée, c'est de proposer des petites vidéos d'entraînement mental et d'entraînement psychologique aux athlètes à l'aide de petites vidéos qui présentent des techniques facilement applicables et issu de la psychologie du sport. Donc voilà, ça c'est tout nouveau. Ok, bah c'est super, merci. Il y a quelques épisodes, j'avais enregistré avec un collègue de l'AS Monaco dans le staff des pros. Et à la fin, je lui avais demandé quelle personne ou quel métier il aurait aimé entendre dans le futur, dans le podcast. Et il se trouve qu'il m'avait parlé d'un psychologue ou de prépa mental. Donc on est pas loin quand même dans les domaines. Toi, ton expertise au départ, elle est partie de la psychologie. Oui, c'est ça. La psychologie, même de manière très vaste, hein. J'ai travaillé sur les animaux, sur les humains pendant mes recherches académiques. Donc c'était il y a plus de 10 ans, hein. J'ai commencé en 2007, j'ai terminé en 2014. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment les gens prennent des décisions en fonction du contexte social, quelles informations ont été utilisées lors de la prise de décision et comment cela affectait les comportements. Donc, on n'était pas forcément dans le sport, même pas du tout, hein. J'ai développé cette expertise dans la psychologie du sport un petit peu plus tard, lorsque j'avais mon entreprise de conseil, parce que en étant ancien chercheur, finalement, on sait où trouver les informations fiables, crédibles et puis pertinentes, et puis comment pouvoir appliquer ces informations et puis ces découvertes scientifiques à des thématiques très concrètes, ce que veulent les entreprises ou ce que veulent les gens. Donc voilà, la psychologie du sport, moi, bon, je pense qu'on en reparlera encore une fois, mais j'avais des données qui étaient super intéressantes, super importantes, et qui n'étaient pas exploitées, assez récentes, et j'en ai profité, quoi. Je m'en suis servi pour créer cet outil qui est Predicta Football. D'accord. Donc, de toutes tes expériences et de tout ton passé, tu as réussi à mettre en ordre tes idées pour créer du coup Predicta Football. Effectivement, on va en parler plus tard. Mais je reste encore un tout petit peu sur les comportements, même si ça va être aussi au cœur de la discussion sur Predicta Football. Euh, Quels sont les éléments de comportement qui sont importants pour toi chez un sportif à remarquer? En fait, il y a deux choses. C'est que d'abord, alors c'est vrai en France, c'est vrai à l'étranger, mais dans la psychologie du sport,
les professionnels, ils ont tendance à se focaliser sur la motivation et puis le stress. C'est que d'un côté, si on veut un athlète qui est compétent au niveau mental, il faut réduire son stress avant la compétition et il faut augmenter sa motivation. Exactement. Donc, ok, c'est une bonne base de départ, mais c'est pas ça qui va rendre un athlète professionnel. Au pire, c'est un peu du pansement, quoi. On va essayer d'agir sur quelques situations précises, mais c'est pas, en fait, la psychologie du sport et la manière dont nous on la voit et dont la manière dont on l'applique, c'est dans quelle disposition mentale l'athlète doit se trouver et doit vivre au quotidien pour être dans l'état d'esprit d'un professionnel. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, notre athlète, il va se mettre dans ce que les Britanniques appellent le mindset, hein, l'état d'esprit d'un professionnel. Alors, je donne souvent cet exemple qui est un petit peu caricatural, mais qui résume plutôt bien la manière dont on voit les choses. C'est est-ce que notre adolescent, la veille d'un match, un samedi soir avant un match, le lendemain, est-ce qu'il va jouer à la console et manger des pizzas, ou est-ce que il va manger des pâtes et se coucher tôt? Voilà. Alors, ça peut paraître caricatural, mais c'est exactement ça qu'on veut mesurer et c'est cet état d'esprit-là qu'on veut pour un athlète qui se met vraiment dans la peau d'un professionnel, quoi. C'est est-ce qu'au quotidien, quand il est en dehors des discours de motivation du coach, en dehors du vestiaire, en dehors du match, est-ce que dans sa tête, il reste un professionnel? Parce que finalement, c'est ça qui va affecter ses comportements au quotidien et qui va faire qu'il va prendre les bonnes décisions dans des moments très précis de sa vie, pas forcément dans le club, hein, mais dans des moments très précis de sa vie, comment il va gérer son quotidien pour vraiment être dans la peau d'un professionnel. Donc, on parle d'aptitudes psychologiques comme l'autonomie, l'engagement, comme la manière dont il réagit face aux problèmes. On a aussi sa compétitivité. Donc, finalement, ça, c'est pas des choses qui se voient toujours sur un terrain. Ça se voit un petit peu, hein, c'est-à-dire que les gens qui font de la détection peuvent essayer d'évaluer un petit peu l'état d'esprit psychologique, mais c'est pas tout, quoi. Ça ne fait pas tout. On peut pas entrer chez l'athlète, on peut pas entrer dans sa maison, voir comment il se comporte chez lui, s'il a vraiment les comportements qui font qu'il sera un bon professionnel. Et nous, c'est justement ce qu'on va aller mesurer parce que les études scientifiques ont montré que ce sont ces aptitudes-là qui déterminaient la probabilité de devenir un professionnel et surtout d'être comment de réussir au niveau professionnel. Ok, génial. Du coup, on parlait de scouting et on va rentrer du coup dans le cœur un peu de la présentation sur Predicta Football. Quand on analyse toutes ces données en termes de psychologie, tu regardes du coup tous les comportements qui reflètent en fait l'attitude de l'athlète en question sur l'individu. Est-ce que il y a aussi des interrelations avec ce qui se passe autour, avec son environnement, avec les autres partenaires ou les autres adversaires qui peuvent du coup expliquer un comportement? Euh, non, pas vraiment. Pour ces comportements dont je parlais, ceux qu'on évalue avec Predicta Football sont plutôt des attitudes et des comportements, des traits de personnalité, des traits psychologiques dont l'athlète fait preuve. D'accord. Donc, on va pas forcément parler de la manière dont il va interagir avec avec ou ses adversaires ou ses partenaires. Je dis pas que c'est pas important. Je pense que c'est même primordial au quotidien pour développer le talent. Mais si on reste vraiment sur la thématique de l'identification des talents, on sait qu'on a certains traits psychologiques qui sont super importants. Donc voilà, j'en ai parlé, hein, l'engagement, la compétitivité, l'autonomie, la créativité, les choses comme ça. Donc c'est vraiment ça on va aller chercher. On pourrait aller en chercher d'autres, mais nous on a pris le pari de se focaliser sur les traits de personnalité qui étaient les plus prédictifs de la performance au niveau pro. Donc, en gros, on est allé voir les études scientifiques qui montraient que certains traits psychologiques mesurés chez les adolescents à 12, 13, 14 ans eh ben, étaient prédictifs du succès au niveau professionnel. C'est-à-dire que ces jeunes-là, c'est qui on avait effectué ces mesures psychologiques à l'adolescence, les chercheurs étaient retournés les voir 2, 3, 4, 5, 10 ans après pour voir où ils en étaient et si on pouvait tenter de relier leur carrière aux traits psychologiques mesurés à l'adolescence. Et c'est effectivement ce qui se passe. On a ces traits-là, autonomie, créativité, engagement, compétitivité, qui sont prédictifs. C'est-à-dire que les athlètes qui ont les plus forts scores sur ces traits psychologiques sont ceux qu'on retrouve dans des clubs de D1 européennes, à jouer des compétitions européennes et à avoir une belle carrière au niveau professionnel.
Donc finalement, c'est super important parce que ça veut dire que on peut avoir une vision du futur de l'athlète à l'adolescence, quoi, en se disant là, il a les capacités mentales pour réussir au niveau professionnel. Donc ça apporte des informations qui sont cruciales et puis qui ont beaucoup de valeur au moment d'effectuer le recrutement d'un jeune. Parce que du coup, ces traits de caractère ou ces traits de comportement, ils sont les mêmes. Enfin, disons que quand ça touche du coup à, quand c'est le cas pour un adolescent de 12, 13, 14 ans, on Mhm. évalue sa projection en âge adulte avec les mêmes traits de caractère. Peut-être qu'il a développé encore plus, ça? Oui, ouais, exactement. Là, on touche un point crucial encore de notre outil et puis de l'idée qu'il y a derrière. C'est que lorsqu'on recrute des joueurs à l'adolescence, les scouts, les recruteurs vont surtout se focaliser sur le physique, donc le morphologique, le technique, alors le physiologique. Donc forcément, il faut des joueurs qui savent enchaîner deux passes, faire un 1-2 et puis qui savent un peu courir, donc d'endurance. C'est forcément. Mais des joueurs, on en trouve beaucoup en fait. Il y en a beaucoup qui ont le niveau au niveau physique, au niveau morphologique, physiologique. Il y en a pas mal. Et pouvoir faire la différence avec l'aspect psychologique, c'est super important parce que c'est ça qui va déterminer leur marge de progression. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui sont plutôt bon et le club va se dire on va l'intégrer au centre de formation parce qu'on pense qu'il peut accéder à ce niveau-là plus tard et se mettre au niveau des professionnels et être intégré à l'équipe élite. Mais seulement il faut qu'il ait les capacités psychologiques pour pouvoir progresser. Parce que c'est en se mettant dans les chaussures d'un professionnel qu'il va pouvoir progresser. Est-ce qu'il a la capacité à apprendre, à écouter et à travailler? Et nous finalement c'est un petit peu ça qu'on mesure aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse. Et puis la deuxième réponse, c'est que c'est très physiologique. C'est pas parce que un jeune va courir plus vite que les autres, sauter plus haut que les autres à l'âge de 13-14 ans qu'il va forcément être dans les meilleurs plus tard. Ça, c'est assez connu en psychologie du sport, puis même en sciences du sport. Hein. C'est un peu ce qu'on appelle, c'est ce que les Britanniques appellent le underdog hypothesis, l'hypothèse je sais pas comment on dit underdog. C'est-à-dire que c'est pas forcément ceux qui sont les meilleurs à un âge donné qui vont se retrouver les meilleurs dans les catégories supérieures. Et on a même des données scientifiques qui montrent que les joueurs qui sont un petit peu en dessous, et surtout ceux qui arrivent à maturité après les autres, parce que après tout c'est une question de maturité à l'adolescence. Les scouts se focalisent sur les joueurs qui sont les plus grands, les plus costauds, mais on sait que ce ne sont pas eux qui ont le plus de chances de réussir au niveau professionnel. Ce sont au contraire les individus, les athlètes qui arrivent à maturité après les autres. Donc des Benoît Pedretti, des Eric Carrière qui sont plus petits que les autres et vont pas forcément être repérés très tôt. Et c'est qu'à 15-16 ans, ils vont effectuer leur maturité physiologique, physique complète, où là, ils vont dépasser les autres. Donc, les données scientifiques sont assez claires, quoi. Ce sont ces jeunes-là qui arrivent à maturité après les autres, qui ont le plus de chances de réussir au niveau pro. Et pour terminer, comment on relie ça avec la psychologie? Ben, c'est seulement que la psychologie, elle est beaucoup plus stable dans le temps que le physique. Et le physique, comment les cartes sont rebattues à l'adolescence, parce que ceux qui sont les plus grands, les plus forts à 12-13 ans, le seront pas forcément à 20 ans. Alors que la personnalité, la psychologie, on a quelque chose qui est assez constant dans le temps, avec des joueurs qui sont plus créatifs, plus engagés, plus autonomes à 12, 13, 14 ans. Ils vont garder ces traits de caractère et être meilleurs que les autres aussi plus tard. Donc c'est pour ça que c'est super pertinent de s'intéresser à la psychologie parce que les cartes vont pas être rebattues comme la morphologie ou la physiologie. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Je comprends bien. Donc, tu viens d'évoquer les données scientifiques qu'on peut retrouver aussi en résumé aussi sur ton site. Mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux aussi dire un mot sur l'âge, enfin, on parlait de biobanding, mais aussi au niveau dans le rugby et même dans le foot, Ah ouais. dans certains pays. L'âge, en termes, j'ai le graphe sous les yeux là, en termes d'âge enfin, de mois de naissance des jeunes. Mhm. Est-ce que du coup ça a un impact sur le recrutement? Oui, ça a été montré. Ça, c'est très connu. Alors là, l'effet d'âge relatif, c'est super connu, à la fois dans le football et puis dans beaucoup de sports, en fait. C'est-à-dire que c'est la constatation que les joueurs qui sont nés en début d'année
sont beaucoup plus représentés dans les équipes pro que les joueurs nés plutôt en fin d'année. C'est parce que comme les catégories de jeunes, comment on regroupe les jeunes qui sont nés de janvier à décembre. Donc finalement, on se retrouve avec des jeunes, par exemple, qui sont nés les jeunes nés en janvier 2015, ont quasiment un an de plus que ceux qui sont nés en décembre 2015, et pourtant jouent dans la même catégorie de jeunes, la même catégorie d'âge. Mais un an à cet âge-là, ça représente un écart de développement qui est assez important, qui fait que les joueurs nés en début d'année vont se retrouver valorisés et vont être un petit peu plus grands, un petit peu plus costauds et un petit peu plus matures que les autres, tout simplement pour une différence d'âge au sein de la même catégorie. Et c'est pour ça que ces joueurs-là nés en début d'année vont sauter aux yeux des recruteurs plus que ceux qui sont nés en fin d'année, parce que dans la même équipe, ils vont être voilà, ils vont réussir des performances meilleures que ceux qui sont nés à la fin de l'année, quoi. Juste pour des petites différences de physique. Donc voilà, cet effet d'âge relatif, on le connaît très bien. Et justement, se baser sur d'autres critères comme alors la psychologie, mais aussi tu parlais du biobanding, c'est-à-dire euh, faire jouer ensemble des joueurs qui n'ont pas forcément le même âge, mais le même stade de développement au niveau morphologique et physiologique, ça c'est super important parce que du coup, on va enlever ce biais de détection et ce biais d'évaluation qui est lié à des différences artificielles de composition d'équipe, quoi. C'est juste qu'on met des joueurs, on met des joueurs dans la même équipe, certains qui sont plus en avance que les autres, donc forcément, ceux qui sont plus en avance que les autres vont sauter aux yeux des scouts. Donc finalement, mettre ensemble des joueurs qui sont dans la même, dans le même âge physiologique, au même stade de développement physiologique, physique, morphologique, eh ben, ça permet de se concentrer sur d'autres critères de section, comme la technique, par exemple. Voilà. Mhm. Ok, et du coup, en termes de proportion, les données athlétiques, alors c'est lié aussi à la maturité, mais les effets d'âge relatif, tu parlais des différentes qualités. Généralement, les qualités athlétiques sont sûrement plus développées sur ceux qui sont début d'année. C'est le cas aussi pour toutes les autres ou sur certaines qualités, ça peut varier? Bah ça, je sais pas si ça, je connais pas le détail. J'ai pas assez étudié la question. Voilà, ce qui est très évident, c'est que forcément, quand tu regroupes dans une même catégorie d'âge des jeunes qui sont nés en janvier, février et d'autres qui sont nés en novembre, décembre de la même année, ben voilà, tu vas créer des différences artificiellement, quoi. Pourquoi pas de août à août, quoi. Imagine demain, on change les catégories d'âge et puis on dit, les catégories d'âge, elles vont d'avril à mars de l'année d'après. Voilà, ça va être l'inverse, quoi. C'est-à-dire les joueurs qui sont nés en janvier, février, mars vont être complètement défavorisés par rapport aux autres parce que ils ont quasiment un an de moins que les jeunes qui sont d'avril ou de mai, tu vois. Donc bon, je sais pas exactement quel critère fait la différence. Ça a sûrement été étudié, mais j'ai pas creusé la question. Mais voilà, on parle d'endurance, on parle de physio, quoi. L'endurance, la physio, la rapidité sûrement, et puis la taille aussi, quoi. Hein. Quand il faut mettre une tête sur un corner, si t'es né, si t'as un an de plus que tes coéquipiers à 10 ou 11 ans, ça fait une différence à cet âge-là. Bien sûr. J'ai pris quelques notes parce que je sais pas si tu connais le livre que je te montre à l'écran. Tu l'as peut-être lu Ah ouais, en oui, anglais. Epstein, ouais, 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 Sport Hygiene. Donc, ouais, ouais. c'est hyper intéressant. Est-ce que tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu il y a un moment, ouais, c'est passionnant, ouais. C'est un des meilleurs bouquins dans la science du sport, un des meilleurs bouquins, comment on dit, vulgarisé. Mhm. Ouais. Et du coup, il y a Ouais. beaucoup d'aspects qui sont hyper intéressants par rapport à tout ce que tu viens de dire. Je me suis surligné quelques extraits, notamment, il y en a un où il dit certains des traits qui contribuent à déceler les futurs professionnels sont comportementaux. Les futurs pros n'ont pas seulement tendance à s'entraîner davantage, ils se responsabilisent mieux pour s'entraîner mieux. Voilà. C'est lié à ce C'est que tu... QFD. Ouais, c'est QFD. Et il retrouve souvent, il y a quelque chose, une idée qui revient souvent dans ce livre, c'est qu'en fait, ça fait appel, donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, hein, l'auteur essaie de prendre pas mal d'exemples de sport, de science et aussi d'empirisme pour voir si la génétique a un lien vraiment avec les performances dans le sport.
mais il parle énormément de l'athlète en tant qu'individu et en tant que machine, enfin le corps de l'athlète, et aussi le logiciel, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la tête. Donc ça, c'est lié Mhm. aussi à ce que tu dis, les traits comportementaux qui font partie du logiciel de l'athlète et ce pourquoi on a du mal à vraiment le développer. Ça se perçoit assez jeune, mais on a du mal à le développer. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Ouais, ouais, bah ça se développe quand même, quoi. En fait, si les athlètes de haut niveau, au-delà du physique, de la technique, il y a énormément de traits comportementaux qui vont jouer pour déterminer leur succès. Mais ce sont aussi des choses qui se travaillent forcément. Sinon, on n'aurait pas de préparateurs mentaux. Et donc, on peut travailler sur les comportements et puis la manière d'appréhender son sport, quoi. C'est-à-dire que si tu veux être un athlète de haut niveau, il faut pouvoir évaluer ses faiblesses, il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir comprendre comment les contourner et comment s'améliorer. Il faut pouvoir montrer une certaine confiance, pouvoir développer sa confiance. Il faut pouvoir développer aussi ce qu'on appelle son positionnement par rapport aux événements, c'est-à-dire se dire que une bonne partie de ses performances dépend de soi. Hein, parce que si à chaque fois tu mets le blâme sur l'adversaire, ou c'est le terrain qui était trop mouillé, ou c'est l'arbitre qui a mal arbitré, ou c'est l'adversaire qui était trop fort, tu pouvais rien faire. Tu n'étais pas dans la bonne disposition pour faire des progrès et puis essayer de te dépasser. On peut aussi parler de résilience. La résilience, c'est un thème qui est très à la mode, mais on a des études scientifiques qui montrent que ce sont en fait les footballeurs les moins résilients qui vont avoir les meilleures performances chez les jeunes, parce que, comme je dis souvent, moi j'ai joué au football quand j'étais plus jeune. Je vais te dire, quand je perdais le match le dimanche matin, j'ai passé un mauvais dimanche, tu vois. Je n'étais pas résilient. Je m'en mettais très mal de cette défaite, tu vois, jusqu'au lendemain matin. T'es un jeune, tu perds le dimanche matin, il est midi, tu prends ta douche, tu rentres chez toi, c'est oublié, tu sais qu'après tu vas voir ta famille, tu vas voir tes potes, tu t'en fiches. Ben, t'es pas dans les bonnes dispositions pour le week-end d'après te démener sur le terrain pour éviter la défaite. Parce que moi, je me démenais sur le terrain, je jouais 6 en plus. Alors je vais te dire que je courais parce que je voulais éviter la défaite, parce que je savais que si je perdais, j'allais passer une mauvaise journée, ça allait me gonfler, tu vois, parce que j'étais pas résilient. Les individus qui sont très résilients se remettent très vite d'une défaite, c'est pas forcément ceux qui vont être dans les meilleures dispositions pour se dépouiller sur le terrain le match d'après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ça, c'est Donc, ouais, donc voilà, ouais, il y a énormément de traits sur lesquels tu peux travailler et qui vont t'aider à développer le mental, c'est sûr. Oh, ouais, ouais, mais il faut savoir lesquels, faut savoir lesquels. c'est intéressant ce que tu évoques là sur la résilience et sur vraiment le fait de haïr la défaite et le fait de vouloir jouer sa vie pour gagner. Alors, Mm, c'est là pour les jeunes, du coup, d'un œil de projection et sur l'œil du recrutement. Euh, Ça donne aussi une idée du comportement de l'individu quand il joue voilà, en catégorie adulte, que ce soit en amateur ou en sport de haut niveau, mais c'est aussi important pour le coach de percevoir ça, hein. mhm. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que c'est toujours intéressant de faire des tests. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais moi, c'est ce que je propose au club aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect recrutement et détection, c'est faire des tests psychologiques chez les joueurs pour essayer de voir dans quelle disposition ils sont. Quel argument il faut avancer avec un joueur, que ce soit pour un entretien individuel ou avant un match. C'est comment tu vas lui parler pour le motiver le plus possible, pour le mettre dans les bonnes dispositions. Tu vois, on n'a pas tous la même mentalité. Tous les joueurs n'ont pas la même mentalité. Tous les joueurs n'ont pas. T'as des joueurs, t'as limite besoin d'être dur avec eux, tu sais, limite de les insulter avant le match pour qu'ils soient motivés, tu vois, c'est un peu la motivation à l'ancienne, quoi, où les gars, on n'est pas des poules mouillées, on va y aller, on va leur rentrer dedans. Mais tous les joueurs sont pas comme ça. Il y a des joueurs, faut pas leur parler comme ça, faut les prendre au calme, et puis leur dire, tu te rappelles ton rôle, il y a 3 choses à faire, tu joues en 6, tu prends ton 10, tu couvres la largeur, relance propre. C'est tout ce que tu dois faire. Tu te concentres là-dessus. Voilà, t'as pas besoin de lui dire, tu lui rentres dedans. Là, les joueurs ont tous des personnalités différentes et faire certains tests psychologiques sur l'effectif permet de savoir un peu où on se situe et comment parler aux joueurs, hein, et comment optimiser leur développement.
soit mental et puis leur développement après technique et physique, parce que tout est relié. Ouais, bien sûr. Et le rôle des capacités cognitives et mentales encore une fois, là, dans ton site, il y a un graphique sur l'évolution de 12, 13 à 14 ans. Euh, Ouais. généralement, il y a une tendance qui se suit et qui reste la même sur ces âges-là. Donc, c'est important de le suivre le plus Mhm. tôt possible. Ou est-ce que si tu le fais enfin, en centre de formation Mhm. à 16 ans, à 17 ans, c'est aussi pertinent. Ouais, alors c'est pertinent à n'importe quel âge, je dirais, hein, mais c'est vrai que le plus tôt possible, c'est le mieux. Comme je le disais un petit peu auparavant, ce qui est intéressant avec la personnalité et puis la psychologie, c'est qu'elle reste assez constante, hein. C'est-à-dire que des jeunes joueurs qui sont très autonomes ou euh, très compétitifs à 12, 13, 14 ans, ils ont des chances d'être aussi les plus compétitifs de leur catégorie plus tard. Donc c'est ça qui est intéressant avec la psychologie, les cartes sont pas rebattues. Par contre, moi, j'aurais tendance à dire, c'est même pas moi, hein, c'est les scientifiques en psychologie du développement, euh, euh, comment? On aurait tendance à dire que ça sert pas à grand-chose de mesurer la psychologie et la personnalité avant 11 ou 12 ans, quoi, parce que Ouais. au niveau du développement psychologique de l'enfant, du développement mental, c'est un gros chamboulement qui se fait aux alentours de 9, 10, 11 ans, où je suis sûr que ça va te parler si tu as l'habitude des catégories de jeunes. En général, les petits à 7, 8, 9 ans, ils sont tout fous, ils ont peu d'inhibition, ils sont un peu naïfs, ils sont toujours motivés, ça court partout. Et puis à 12, 13, 14 ans, on a passé un stade, il y a eu des changements au niveau de la psychologie qui fait que ces jeunes se retrouvent un petit peu plus, font un peu plus d'introspection, font attention à leur image. Ils ont une conscience d'eux-mêmes qui est différente et qui va un petit peu les inhiber dans leur comportement. Donc bref, tout ça pour dire que et ensuite après ça continue quoi. C'est un gros changement qui apparaît à l'âge de 9, 10, 11 ans. C'est pour ça que moi je fais pas forcément de mesures psychologiques sur les joueurs en deçà de 11 ou 12 ans, parce que je pense que c'est pas très pertinent quoi. Euh, voilà. Hormis Mais le, après oui, n'importe quel âge, hein. voilà, hormis le fait que ça pourrait te permettre un peu. Alors, c'est sûr que c'est moins. On est toujours dans un continuum, hein, c'est jamais blanc-noir directement. Comme Tout on à fait. évalue, entre guillemets, le pic de croissance et le pic de maturité avec les évaluations, la courbe de Mirval sur l'aspect voilà, morphologique, morpho-anatomique, ça permettrait de le faire plus tôt, d'avoir une idée de si les jeunes a fait cette bascule-là, même si voilà, ça se fait pas du Mhm. jour au lendemain. Euh, ça me fait penser à... Mhm. Qu'est-ce que tu penses de la spécialisation précoce dans une activité, notamment dans le foot, en l'occurrence? Ouais. Alors, je suis pas un spécialiste de la question, mais le peu que j'ai pu lire, et si tu vas voir dans les articles scientifiques, euh, on a tendance à dire maintenant que la spécialisation précoce n'est pas forcément bienvenue. On se rend compte que beaucoup de joueurs élites, alors bon, c'est plutôt au niveau individuel, mais je pense dans les sports collectifs c'est le cas aussi. On se rend compte que les joueurs qui arrivent très haut sont c'est des joueurs qui étaient un petit peu touche à tout et qui ont fait différents sports dans leur jeunesse. On se rend compte que la spécialisation précoce, voilà, est pas forcément bonne. Alors il y a plusieurs arguments pour ça. C'est d'abord que les champions en catégorie de jeunes ne sont pas forcément les champions plus tard. On retrouve ça dans le cyclisme, par exemple, où on va miser sur des jeunes à 14-15 ans qui sont dans le top de leur discipline, et c'est pas forcément eux qu'on retrouve après au niveau mondial, international, même national, à 19, 20, 21 ans, tu sais, dans les catégories élites et puis professionnelles. Voilà, et ça, on le retrouve dans plusieurs sports, hein. J'ai pas les sports en tête, mais cyclisme notamment, il me semble natation aussi. Donc voilà. Alors, c'est bien d'essayer de développer les talents, mais on se rend compte que ceux qui sont les meilleurs à l'adolescence, ben, on les retrouve pas forcément plus tard, quoi. Ils sont perdus après, c'est terminé, ils n'arrivent pas au niveau élite. Donc il y a des hypothèses hein, pour ça. On peut dire c'est peut-être la psychologie d'être le meilleur, ça favorise pas la persistance et puis l'envie de se dépasser. Peut-être aussi qu'on crame les jeunes. Ils ont tellement bossé pour être au top et les meilleurs de leur discipline à 12, 13, 14 ans qu'après ils sont cramés et puis au niveau psychologique ils sont terminés et puis on peut plus rien en tirer quoi. C'est malheureux mais c'est une autre hypothèse. Et puis
Et puis la dernière hypothèse, attends, je l'ai perdue. Euh, ah ouais, je l'ai perdu. Bah, de toute façon, l'idée, c'est que voilà, plus on se cantonne Hmm, sur un sport, ben, plus vite on va atteindre peut-être les limites de ce qu'on peut faire dans ce sport, ce que tu disais. Euh, voilà. et c'est exactement une phrase aussi que j'ai repris dans le livre Le gène du sport, où ils disent que Mhm. les éléments de preuve scientifique de plus en plus nombreux attestent qu'une spécialisation précoce est non seulement pas indispensable pour réussir au plus haut niveau dans de nombreux sports, mais qu'elle doit même être activement évitée. Voilà, c'est Euh, Ils ce que prennent je voulais l'exemple dire. du sprint aussi, où tu atteins très vite une vitesse plateau. Voilà. Tu parlais du cyclisme, mais D'accord. du sprint aussi. Ouais. Ah Ouais, ouais, d'accord. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. C'est les données scientifiques montrent que la spécialisation précoce est pas forcément très bonne et même euh, pas à encourager quoi, à décourager. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Hein. ouais, exactement. Et pour rebondir sur ça, est-ce que tu penses que, alors c'est mon idée, je pense que déjà la spécialisation précoce n'est pas la plus idéale dans une recherche de développement moteur général. Euh, et est-ce que tu penses, du coup, pour faire le point avec ton domaine d'expertise, la psychologie, que rester dans un sport collectif nous enferme un peu dans le fait de se cacher un peu derrière les autres. C'est-à-dire que si un jeune fait un sport collectif, notamment le foot, et qui touche aussi, par exemple, au tennis, il va apprendre du Mhm. coup à gérer ses frustrations, à gérer tout un tas d'émotions et du coup de comportements qui lui incombent à lui-même sans avoir de lien avec les autres, quoi. Mhm, mhm. Ah oui, ouais, c'est une très bonne transition, c'est une très bonne interprétation. Je pense que c'est tout à fait juste. Euh, Alors après, ça peut être entre sport co et sport individuel, mais aussi entre différents sports co qui ont différentes exigences au niveau des rôles. C'est-à-dire que forcément, si tu fais du basket 3 contre 3, tu as un rôle beaucoup plus important que dans le rugby à 15, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Euh, mais ouais, moi je suis assez d'accord. Et je vois, c'est marrant qu'on en parle. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je suis pas un professionnel, mais moi j'ai joué pendant 15 ans au football et j'en ai eu marre des sports co, tu vois. Et je me suis dit, je vais changer, je vais faire un sport individuel. Je veux trouver un sport dans lequel je vais avoir beaucoup de responsabilités d'un coup, tu vois. Donc je suis passé à la boxe. C'est vraiment le grand saut, quoi. C'est-à-dire que, à la boxe, tu es obligé tu fais face à l'adversaire et t'as pas le choix, quoi. Et tu peux pas te retirer ou te dire, attends, je vais prendre un bidon, boire un coup, je me cache un petit peu derrière ou je demande pas le ballon, quoi. C'est pas possible, quoi. T'es concerné et puis si tu te sens pas concerné, c'est terminé pour toi. Donc ouais, effectivement, passer de faire de la boxe, ça peut être autre chose, quoi. Je dis, je sais pas, de l'escrime ou n'importe quoi. Un sport dans lequel tu peux te cacher derrière les autres, un autre où tu es obligé d'être concerné, d'être à 100% tout le temps, ça peut permettre aux footballeurs, en l'occurrence, de développer d'autres qualités. Voilà. Puis de se dire, bah, moi, je joue ailier, mais au lieu de patienter sur mon aile que le ballon revienne, bah, je peux essayer de proposer des solutions, tu vois. Tu peux essayer de développer certains réflexes comme ça. Donc, pour conclure, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au lieu d'essayer de faire de l'hyperspécialisation, faire pratiquer différents types de disciplines, même en centre de formation, pourquoi pas, hein, changer de sport de temps en temps, ça peut remettre un peu les pendules à l'heure, quoi. Et puis faire comprendre aux joueurs d'abord que tout est relatif, ils peuvent être les meilleurs dans un domaine, mais pas forcément dans un autre. Donc c'est bon pour diminuer un petit peu l'ego, hein, qui est souvent très développé chez les footballeurs, et puis en même temps développer différentes capacités à la fois cognitives et puis psychologiques. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, ouais, et du coup, pour conclure sur cette thématique-là, l'auteur évoque encore sur ça différents sports dont tu parlais tout à l'heure, hein, le cyclisme, la natation, et il dit qu'en fait, la spécialisation tardive, c'est un peu la clé du succès des sports qu'ils appellent CGS, donc des sports en centimètres, en grammes et en secondes.
Mhm. Il y a le cyclisme, l'athlétisme, la voile, la natation, le ski, etc., etc. D'accord. C'est hyper Ouais. intéressant. Et je suis complètement. Voilà, moi, tu prêches un convaincu en évoquant ces sujets-là. Je pense que dans le foot, on peut du coup parfois avoir la sensation individuellement d'avoir été très bon ce qui peut être très, voilà, très personnel. Quelqu'un qui est centré sur lui, qui peut se trouver très bon. Et en fait, l'équipe perd. Il peut dire, bon, ben, tant pis, enfin, moi j'ai trouvé que j'ai été bon. Alors que dans d'autres sports, t'as pas été Mm. bon, généralement tu perds dans un sport Ouais. individuel. Voilà, où la performance reflète vraiment ce que toi t'as fait et pas forcément la combinaison de quelque chose de systémique. Ouais. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, je pense que c'est très intéressant. Là, tu touches un point très important. C'est la différence. C'est à quel point tu dois être exigeant avec toi-même. Souvent les sportifs français, parce que les sportifs français, c'est un peu comme Poulidor, ils sont toujours les meilleurs seconds, et puis ils s'en félicitent quoi. Ils arrivent pas sur le podium, ils arrivent quatrième au JO, puis ils se disent ah on a pris du plaisir, on est content quand même, tu vois. Alors tu as certaines personnes qui disent ouais mais ok bah, les gars vous prenez du plaisir, mais il y a un moment il faut être tueur quoi. Il faut y arriver sur le podium. Et puis, tu as d'autres personnes qui disent, bah, c'est la progression, peut-être qu'ils seront meilleurs plus tard. Ou on le voit en boxe avec Yoka dernièrement, qui boxait pas forcément le top de la catégorie, il était critiqué pour ça. Et puis là, il est tombé sur des os avec Bacolé et puis Takam. Et puis on se dit, bah, forcément, il a pas le niveau. Alors, est-ce qu'il a pas le niveau? Est-ce qu'il allait trop vite? Est-ce qu'il avait raison de prendre une progression lente avec le niveau des adversaires? Donc là, on touche à un aspect qui est très important qui est et qui est pas facile à résoudre au niveau de la préparation mentale, quoi. C'est-à-dire que où est-ce qu'on met la barre? Est-ce qu'on la met trop haut et puis on diminue la confiance personnelle de l'athlète? C'est-à-dire que si tu as un athlète, on lui donne comme objectif de courir le 100 mètres en 12 secondes et demie à la fin de la saison, alors qu'il est à 13,5, 14 en début de saison, il va trouver que c'est impossible et puis sa confiance personnelle va diminuer. Et on sait que ça, c'est pas une bonne méthode pour arriver à faire des performances. Il vaut mieux avoir une confiance qui est un bloc. Et puis de l'autre côté, si on donne des objectifs trop faciles, est-ce que l'athlète va être dans un état d'esprit de persévérance et puis il va donner tout ce qu'il a pour essayer d'aller encore plus haut. Donc là, on est vraiment, toi, faut trouver la bonne balance. Et à mon avis, ça dépend de la personnalité des athlètes aussi. Tu as certains athlètes qui vont avoir besoin de gros objectifs. Et puis, tu as certains athlètes où bah, il faut y aller progressivement en disant, bah voilà, il faut que tu ailles par étapes. C'est-à-dire que tu ne seras pas champion du monde l'année prochaine, tu ne seras pas dans 2 ans, tu ne seras pas dans 3 ans. Mais on va y aller par étapes. Donc, il faut trouver le bon mix. Et à mon avis, ça dépend de la personnalité des athlètes. Et c'est en ça que il faut connaître et mesurer la personnalité des athlètes. Parce que c'est comme ça que tu vas savoir tu vas connaître la meilleure manière de communiquer avec eux pour leur fixer des objectifs qui ne diminuent pas leur confiance personnelle. Voilà. Du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, et je pense que ça va être intéressant d'avoir ton avis. Tu parlais des sportifs français Mhm. juste avant. Et est-ce que dans ton parcours, tu as eu à évaluer ces traits comportementaux sur différents athlètes de différentes nationalités? Et est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Parce que tu parles, t'as ciblé entre guillemets un problème franco-français sur certains athlètes, mais est-ce que du coup, tu crois que dans certains pays, on développe certains traits de caractère, certains traits de comportement très tôt, Mhm. qui fait que ça devient voilà, des machines? Ouais, ouais. Alors moi, j'ai pas donné moi-même parce que j'ai pas évalué assez d'athlètes de différentes nationalités, donc je peux pas le faire à mon niveau. Mais pour prendre une perspective un petit peu plus globale, moi je pense que les athlètes, on va prendre américains et puis britanniques, ont l'esprit un peu plus tueur que les Français, quoi. Et je pense que eux ont moins de résilience. C'est-à-dire que la déception est grande quand ces athlètes-là qui se mettent des gros objectifs ne les atteignent pas. Là où les Français, en fait, le problème avec les athlètes français, voilà, je fais une généralité, je cible pas des gens en particulier, je les connais pas, mais je pense c'est de se remettre un petit peu trop facilement d'une défaite. Je pense que de temps en temps, on a cet esprit
un petit peu trop fair play, on va dire, et de se dire, bon, les autres ont bien joué ou les autres ont fait des bonnes performances. Moi, je suis pas insatisfait de la mienne, et puis on verra, on s'améliorera, quoi. Donc voilà, c'est résilient, mais je suis pas sûr que c'est le bon état d'esprit pour ensuite se dépasser. Et je pense qu'il manque cet esprit un petit peu tueur de manière générale dans la formation des athlètes français. On va en faire des bons gars fair play, sympathiques, mais ils sont peut-être pas assez tueurs. On peut pas tout maximiser, en fait, on peut pas tout optimiser, c'est ce que je dis souvent, hein. Les athlètes, on en fait des machines au niveau psychologique qui sont pas forcément adaptées à la vie de tous les jours, hein. Je pense pas que ce soit intéressant d'avoir l'état d'esprit d'un athlète dans la vie de tous les jours, hein, avec tes voisins au travail, tu vois ce que je veux dire? Dire que, en gros, les athlètes sont des Formule 1. On conduit pas tous avec des Formule 1. Tu donnes des Formule 1 à tout le monde, tu vas avoir des accidents dans tous les sens parce que les gens savent pas conduire ça. C'est très précis, c'est très subtil. Mais la psychologie des athlètes, elle est pareille. À mon avis, elle est si subtile et si maximisée, optimisée pour des performances que ce ne sont pas des gens qui sont adaptés à la vie de tous les jours. D'où l'intérêt d'avoir des suivis psychologiques après carrière, tu vois, pour optimiser la santé mentale des athlètes. Ça, je pense que c'est très pertinent. Donc voilà, tout ça pour dire que la performance sportive de haut niveau sélectionne et puis encourage à développer des aptitudes qui sont très très spécifiques. Et parfois, les Français peuvent peut-être en manquer un peu, ne pas avoir cet esprit persévérant et cet esprit de tueur. Voilà, alors je veux pas décevoir des athlètes français, il y a peut-être des gens qui vont écouter puis se dire, attends, mon gars, je m'entraîne 4-5 heures par jour, je vais avoir l'esprit, tu vois. C'est une constatation de manière générale, c'est la manière dont sont traitées les défaites, qui parfois sont un petit peu, tu te dis, attends, c'est pas le bon état d'esprit, quoi. Si tu veux progresser, il faut pas le prendre comme ça. Faut pas prendre ta défaite comme ça. Il faudrait que tu sois un petit peu plus énervé, quoi, après ta défaite. Ouais. Parfois, les Français le sont pas assez, je pense. Sur un monde culturel, mais c'est intéressant. Voilà, c'est une généralité, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, Ouais, ouais, ouais. comme tu dis, c'est intéressant le fait de. C'est connu en fait qu'aux États-Unis, même dans le monde de l'entreprise, on encourage les gens à avoir ce mindset de voilà, je me lance, je crée mon entreprise. Si elle fait faillite, si je fais faux bon, c'est pas grave, je chute, je me relève. Je me, je me relève. Alors qu'en France, sur ce côté business, entrepreneuriat, déjà c'est dur à lancer son truc. Et puis si ça tombe à l'eau, ben, les gens souvent s'arrêtent là parce Mhm. que voilà. Mais dans le sport, ça me fait penser à ça, Mhm. avoir cet esprit conquérant et vouloir tout gagner. Euh, Ouais. du coup, Morgan, pour revenir à Predictica, parce que tous les sujets qu'on a abordés sont hyper intéressants, je me régale. Comment ça marche au départ? Vous évaluez du coup les ressources cognitives, psychologiques des joueurs sur est-ce que tu peux nous rappeler les différents aspects, paramètres évalués? Ouais, on évalue ces paramètres qui sont prédictifs de la performance, hein. Donc, les études scientifiques ont montré que ça prédisait la performance au niveau élite, au niveau professionnel. Donc, on a la réaction face aux problèmes. C'est comment un joueur va gérer ses problèmes personnels, hein. On parle même pas forcément des problèmes sur le terrain, hein. On a aussi une aptitude cognitive qui est la flexibilité, la créativité. En gros, c'est quand tu joues 6, est-ce que tu vas toujours aller chercher le numéro 10 devant ou est-ce que tu vas varier? Des fois, tu vas chercher les ailiers, des fois, tu vas jouer en arrière. C'est-à-dire, est-ce que tu vas pouvoir apporter de la flexibilité, de la créativité dans ton jeu ou est-ce que tu vas avoir un jeu stéréotypé? Donc, il vaut mieux avoir un jeu créatif. Ça, Euh, c'est l'athlète qui s'auto-évalue ou c'est à l'extérieur ce qu'on en perçoit? non, on ne fait pas d'observationnel. Nous, on a des tests. Alors, c'est ou des questionnaires de type questionnaire de personnalité, ou alors pour cet aspect de flexibilité, créativité, c'est un test cognitif. C'est-à-dire que nous, on a développé, on est les seuls à avoir ça, hein, d'ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que le test existe, mais si tu commandes ça chez Pearson, ça te coûte un bras et on t'envoie des crayons à papier et puis des feuilles, quoi. Alors que nous, on a développé comme une application, si tu veux. Le joueur se connecte sur le site avec sa tablette, et puis il va passer le test où il faut relier des points dans un carré, dans un minimum de temps, etc., quoi. Donc voilà, tu as des jeux cognitifs comme ça, comme ce que tu peux trouver sur les applications mobiles, l'entraînement cérébral, des choses comme ça.
et sinon des questionnaires plus classiques de personnalité, mais des choses qui ont été validées par, euh, par des études scientifiques et puis qui sont utilisées par les psychologues depuis des années. Hein. Nous, on n'a pas réinventé la roue, on a pris ce qui marchait. Hein. Mm. Donc voilà. On a la compétitivité, on a l'engagement, on a l'autonomie. Est-ce que j'en ai oublié? Anxiété. Le Ouais, voilà, la gestion de l'anxiété. Et puis la gestion de l'anxiété, voilà, c'est exactement ça. Donc on a ces sept paramètres. Donc voilà, la manière dont ça marche, on envoie un lien au joueur ou au club avec un mot de passe. Le joueur passe les tests sur notre site, ça dure 45 minutes, 1 heure. Et puis ensuite, on lui envoie un rapport d'évaluation en 6-7 pages où on détaille ses scores sur les 7 paramètres, les 7 aptitudes psychologiques. On compare ces scores par rapport aux joueurs de notre base de données qui ont le même âge ou à tous les autres joueurs de la base de données. Hein, on fait les deux. Et puis ensuite, on a développé des petits algorithmes assez simples pour évaluer le potentiel du joueur. Donc, en fonction des résultats qu'il a obtenus, en fonction de l'importance relative des différents critères, eh bien, on est capable de dire si le joueur a un excellent potentiel, s'il se situe dans les 5-10 meilleurs pourcents de notre base de données ou s'il est plutôt dans les 50%, où là, donc, le potentiel est moins évident, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. On donne une évaluation de potentiel aux joueurs et puis au club en disant, alors c'est surtout pour les clubs quand même, dire qu'on leur dit, voilà, si vous avez 30 joueurs à sélectionner, eh ben là, on vous en donne 10 qui ont un potentiel qui est excellent au niveau mental pour réussir au niveau pro. Donc, si ces joueurs-là, ça va aligner 2 passes et puis courent un peu, ben, ça vaut le coup de miser sur eux parce qu'ils auront les capacités pour aller loin et les capacités pour apprendre et se mettre dans les bonnes dispositions pour développer les qualités professionnelles. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, un exemple de ce que tu es en train de dire, j'encourage tout le monde que- quand les personnes auront le podcast en dispo sur les plateformes, à aller voir sur ton site. Par exemple, on peut voir sur une évaluation standard sur l'engagement individuel, ça te donne une note du joueur à 4,8 fois plus de chances d'accomplir des objectifs professionnels dans le futur que l'ensemble des joueurs de cet effectif ayant des scores faibles. Ça donne Mhm. disons, un tableau assez clair pour le coach ou pour la direction d'un club pour miser sur un recrutement avec des chiffres. Ouais. Chiffres. Ouais, exactement. On donne des chiffres et puis on donne des recommandations très simples, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, on dit, bah voilà, ce joueur-là, il est dans le top 10% de notre base de données, qui est assez représentative. Hein. On a des joueurs pros dans la base de données, on a des joueurs semi-pro, des joueurs d'académie professionnelle ou des joueurs amateurs. Donc, on a un petit peu tout. Et puis, on peut dire, voilà, ce joueur, il est dans le top 5%, ça vaut le coup de garder un œil sur lui. Ou alors, bah, il arrive dans les 60%, c'est pas optimal, quoi. Donc, voilà, on donne des chiffres, ouais. Ok, et en termes de preuve d'efficacité, les chiffres sont assez marquants, 2,7 fois plus de chances d'intégrer un centre de formation avec un goût du challenge élevé. On peut voir aussi 3 fois plus de chances de marquer avec des scores de créativité élevés et 4, fois plus de Mhm. chances d'avoir une carrière de 10 ans au niveau pro pour les joueurs avec des scores d'engagement élevés. Mhm. Et on voit que sur certains des 7 paramètres, il y a quand même quelque chose de très important Ouais. sur le futur, quoi. Ouais, c'est super significatif, hein. Honnêtement, au niveau scientifique, on a des chiffres qui sont très intéressants. Hein. Là, tu citais 3 fois plus de chances de marquer des buts avec des gros scores de créativité. Ouais, effectivement, c'est au niveau scientifique, c'est des gros effets, quoi. On n'a pas pris des petits effets ou qui sont à peine visibles. Ou non, non, non. Là, on a des joueurs, s'ils ont des gros scores de créativité, ça donne une grosse indication sur les performances potentielles. Donc, ouais, on est vraiment allé sur ce qui était le plus efficace. Et puis voilà, on a des chiffres. Les chiffres, pareil, on les invente pas. Hein, ça vient des études scientifiques dont on s'est servi pour créer l'outil. Et puis après, nous, en gros, on récolte toutes les données et puis on en tire la substance, quoi. On tire ce qu'on peut des données avec des petits algorithmes pour pouvoir donner des recommandations qui sont fiables. Voilà. Mhm. Mais c'est intéressant, disons que ça améliore un peu la précision dans ton recrutement, ça donne des bases. Et après, je pense qu'il faut, comme dans tous les champs de métier, mais il faut rester aussi nuant, avec un peu de nuance. Disons qu'on parle de recrutement, on est sur de l'humain. Il n'y a aucune garantie qu'un joueur Mhm.
d'excellents scores à 12 ans, il soit en équipe de France dans 10 ans, quoi. Ouais, Voilà. ouais, Je pense que c'est important c'est aussi ça. d'apporter un peu de nuance. Ouais, c'est exactement ce qu'on dit au club. C'est pas la panacée. On va pas vous trouver le futur Ronaldo ou le futur Mbappé rien qu'avec ces tests-là, en fait. C'est-à-dire que ce sont des tests qui arrivent en complément d'autres données. On parle beaucoup de données dans le football. Les données psychologiques sont quasiment pas utilisées, hein. C'est pas pour me vanter, mais on est les seuls à produire ces données, à les créer et puis à les rendre disponibles. Mais ce sont des données psychologiques et à côté, on a les données physiques, on a les données physiologiques. Forcément, hein, si ton joueur, et comme je disais, s'il n'est pas technique, il n'arrive pas à faire Dijon, il n'arrive pas à centrer correctement, il a beau avoir les meilleurs scores mentaux possibles, t'en feras pas un professionnel, quoi. Mais disons que nous, on fournit des données qui permettent d'affiner le recrutement et d'être beaucoup plus efficace et précis lorsque tu recrutes des jeunes. Parce que, encore une fois, des jeunes qui ont des qualités physiques et puis techniques, tu vas en trouver beaucoup. Mais après, comment tu réduis le pool? Si tu as 100 joueurs, donc tu te dis, ces 100 joueurs, on pourrait les recruter, mais on n'a que 30 places. Eh ben, tu utilises des données psychologiques et ça permet de réduire un petit peu le pool des joueurs à intégrer à ton centre de formation. Et en plus, ça te donne une bonne indication de la capacité à aller plus loin et d'avoir le potentiel pour jouer en pro, quoi. Donc voilà, ce sont des données à utiliser en complément avec d'autres données. Effectivement, ouais, on les utilise pas toutes seules. Ouais, et puis on sait que la performance, de toute façon individuelle, elle évolue tout le temps avec le temps et également avec l'environnement qui y a autour de l'athlète. Donc, c'est-à-dire que si un jeune athlète a les conditions des conditions favorables dans une super structure d'entraînement avec des très bons éducateurs aussi, parce que c'est ça, Mm. c'est pas simplement le fait d'avoir des bons scores psychologiques, psychométriques au départ Mhm. qui fait que tu vas devenir très bon. Il faut quand même aussi donner à manger correctement. Il faut que les entraînements soient bien constitués et pour faire progresser. Mhm. Ouais, on est tout à fait d'accord. Oh, ouais, exactement. C'est pas une science exacte, hein, que ce soit la psychologie, la physio, les sciences du sport, c'est pas des sciences exactes. Donc, on peut essayer d'optimiser les choses, mais il y aura des ratés et puis il y aura des succès, quoi. Donc, mais autant essayer de mettre toutes les chances de son côté avec les meilleures données, hein, les plus pertinentes, quoi. Ok, super. J'en ai fini avec les questions sur ce sujet. Je vais finir par deux, trois questions plus- avec un peu plus de légèreté. Est-ce que tu as quelques livres ou livres à conseiller ou articles scientifiques qui te passionnent? Dans le domaine là, les articles scientifiques c'est pas passionnant, hein, c'est du jargon, il y a des stats, c'est en anglais, c'est pas, je vais pas conseiller la lecture d'articles scientifiques, mais non, au niveau des bouquins, celui dont tu parles de Epstein là, le gène du sport ou je sais pas comment il s'appelle en Ouais, c'est ça. français, c'est sport, ouais c'est ça. Bon, il est vraiment très bien. Ça c'est si on veut en savoir un peu plus sur le mental et puis même les performances au niveau physio, comment identifier les talents. Est-ce que la génétique joue un rôle? C'est intéressant. C'est pas aussi tranché que ça. Et puis sinon, dans le même ordre d'idée, il y a aussi un bouquin qui a été écrit par un journaliste qui a suivi les athlètes britanniques. Alors attends, je vais le retrouver, hein. Est-ce que ça sert à rien d'en parler si j'ai pas le nom? Euh, je vais pas le retrouver. Prends le temps. Il est dans la pièce à côté, hein. Il est dans la pièce à côté. Non, il est dans la pièce à côté. Tu as Je vais voir besoin s'il va d'aller dans cinq chercher, minutes. vas-y. Voilà, désolé, c'est pas très. On enregistre un truc, c'est pas Merde. idéal de se barrer, mais au moins j'ai le bouquin. Ah, ça s'appelle, je sais pas si on le voit, c'est le The Talent Lab. Ouais. Je sais pas s'il existe en français. C'est écrit par Owen Slott, The Talent Lab. Et en gros, voilà, ça explique ce qui s'est passé au niveau des fédérations britanniques avant les JO de Londres 2012 et qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à identifier et développer des talents pour battre tous les records au niveau olympique en Grande-Bretagne en 2012 pour les JO de Londres. Et c'est un bouquin qui est passionnant. Je ne sais pas il existe en français très honnêtement, mais voilà, c'est pareil, très inspirant, un petit peu comme le livre d'Epstein. Ça explique comment optimiser
enfin, ça donne des exemples, quoi. C'est que basé c'est très empirique, c'est basé sur les exemples des fédérations britanniques dans beaucoup de sports et la manière dont des changements ont été effectués au niveau des procédures à la fois de recrutement et puis d'entraînement, d'identification des talents et de développement des talents pour arriver au succès des JO de 2012, qui a été phénoménal pour la Grande-Bretagne. Donc Ah, voilà, ça s'appelle The Talent Lab de Owen Slot. ok, Voilà. bah, je me suis noté ça, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais Ouais. comme tu dis, je pense qu'il doit y avoir quelques parallèles en termes d'écriture et en termes de contexte, parce que effectivement, dans le gène du sport, j'ai pas lu The Talent Lab, mais dans le gène du sport, il parle aussi d'exemples et de contre-exemples sur certains domaines, sur la détection, Mhm. sur la loi des 10 000 heures, dont on parle souvent. euh, Ouais. et sur un exemple que j'ai en tête, là, sur l'Australie, qui, pour les JO d'hiver de 2006 à Turin, avait lancé entre guillemets, un appel à candidature pour Mhm. le skeleton. Tu sais, c'est la discipline au Ouais. bobsleigh, là où on pousse et on saute à plat ventre. Et en fait, ils avaient réussi à former une équipe de top niveau qui a battu des records nationaux en fait très rapidement, mais ils ont récupéré des athlètes qui étaient issus de disciplines complètement Mhm. hors contexte par rapport au skeleton. Il y avait des sprinteuses Ouais. sur sable, il y avait des surfeuses, il y avait voilà, c'était hyper intéressant. Ouais, exactement. Ouais. Morgane, est-ce que dans le futur des épisodes que je vais enregistrer, là, est-ce que tu aimerais me conseiller une personne ou un corps de métier que tu trouverais intéressant que j'interviewe dans ce podcast, donc où on puisse parler de performance, de préparation mentale, physique ou autre. J'ai pas réfléchi à ça. Alors, c'est- je pense à rien, C'est personne c'est- en particulier, quoi. c'est pas grave, c'est pas grave. Ou Euh, alors des gens qui sont capables d'expliquer pourquoi on a tant d'inertie dans le milieu du football professionnel français. Si des journalistes pouvaient nous expliquer ça, je sais pas qui pourrait expliquer ça parce que les choses bougent trop doucement dans le football français, notamment au niveau de la psychologie du sport. C'est pour ça que j'en parle. Moi, je bosse pas beaucoup avec les clubs français, et pourtant, je suis en contact avec la moitié des clubs de Ligue 1. Mais ils ont du mal à passer le pas. Et ça, si quelqu'un pouvait nous expliquer ça, il y a peut-être des gens, tu sais, des gens qui ont été des dirigeants, qui ont bossé dans les fédés, ou peut-être ont une idée là-dessus. Je sais pas, mais comment on va faire bouger un petit peu tout ça? Et il y a des gens qui sont motivés, hein, mais c'est souvent des entraîneurs ou des gens qui n'ont pas le pouvoir de décision. Donc finalement, voilà, t'as beau convaincre des gens, ensuite ils vont voir leur manager, la direction du club ou la direction du recrutement, et puis rien ne se passe. Donc ça serait intéressant de savoir ce qui se passe. Voilà. Je sais pas si tu trouveras des gens à interroger, mais comment faire bouger tout ça? ok. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut t'écrire sur le site, sur les réseaux? Ouais, alors predictafootball.com, ça c'est le site internet. Et puis ensuite, mon adresse, bah, tu pourras la donner en dessous, c'est morgan @predictafootball.com. Voilà, c'est le meilleur moyen de me trouver. Et je suis sur LinkedIn, hein, sinon, hein, Morgan Parfit David. Euh, voilà, c'est le meilleur moyen pour me joindre. Ok, super. Mais en tout cas, je te remercie énormément pour le temps accordé et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter dans le futur de nouvelles choses. Ça marche. Merci Maxence, avec plaisir. Merci à toi. Merci.